Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste dire un tout petit mot d'introduction avant de laisser la parole aux collègues qui ont conçu et qui vont animer cette table ronde. C'est la deuxième table ronde qui propose un dialogue chercheur-journaliste qui est porté par le GER Journalisme, comme vous pouvez le voir sur l'écran ici. Le GER Journalisme, c'est le groupe d'études et de recherche journalisme, qui est un collectif qui rassemble aujourd'hui environ 160 chercheurs françaises, français, mais plus largement francophones, qui s'intéressent au journalisme, donc qui étudient, travaillent, mènent des recherches sur le journalisme, les médias, l'information d'actualité. Et il y a un S dans le nom de GER Journalisme parce que nous tenons au pluriel pour souligner la diversité des journalismes qui font l'objet des travaux menés par les chercheurs. Ce GER, ce collectif, se donne pour mission de favoriser le dialogue entre les chercheurs sur ces thématiques-là, les rencontres, les partages, les collaborations, et aussi, et c'est pour ça qu'on organise ces ateliers, le dialogue, la rencontre avec les professionnels du journalisme, des médias et le grand public. Et donc les Assises nous accueillent pour ces ateliers, on en est très contents, vous êtes nombreuses, nombreux, et c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour ce dialogue-là, il y a eu tout à l'heure, avant un premier atelier sur une approche plus historique du fact-checking. Et donc là, c'est un deuxième atelier sur des questions un peu plus contemporaines qui va vous être présenté. Et donc, je laisse la parole à Lucie, c'est ça ? Ouais. Qui ouvre, allez, je t'en prie. Merci beaucoup, Simon. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Lucie Alexis, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Grenoble-Alpes. Et Céline Ségur, je te laisse... Céline Ségur. Ah mince, problème technique. Merci. Céline Ségur, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Il faut que je parle plus fort. Céline Ségur, mais c'est écrit sur l'écran. Vous pouvez retrouver tout ça, mais ça n'est pas l'information la plus importante Céline du jour. C'est un scandale. Bien, nous allons commencer donc ce temps d'échange. Merci d'être là. On est vraiment ravis de pouvoir allier finalement recherche et professionnel, même si la recherche est un milieu professionnel, n'est-ce pas ? Donc nous vous proposons de prolonger un petit peu les échanges. Oui, tu as vu ça ? Table ronde dynamique et fun à venir. Donc on propose de prolonger un petit peu ces échanges, les échanges précédents qui ont eu lieu avec Pascal Froissart, que je ne vois plus, et Éric Lagneau, qui parlait d'une vérité factuelle tout à l'heure sur ces échanges sur les rumeurs, le fact-checking qui viennent de se dérouler. Et on a vu finalement qu'il s'agissait d'une pratique qui s'inscrivait dans l'histoire assez longue du journalisme. Aujourd'hui, maintenant, on va essayer de déplacer un petit peu l'analyse vers les conditions plus contemporaines de production, de circulation de la vérité, et élargir un petit peu la focale, finalement. Donc cette table ronde, elle part d'une idée assez simple. Aujourd'hui, la vérité n'est plus quelque chose de stable, n'est plus quelque chose de donné une fois pour toutes. C'est plutôt un objet qui est en mouvement. Cette table ronde est très indisciplinée. Donc un objet en mouvement qui se construirait, se négocierait finalement en permanence dans l'espace public médiatique, et on le voit bien avec ce qu'on appelle donc les désordres informationnels qui vont être un petit peu détaillés autour de cette table ronde. Le vrai, le faux s'entremêlent, circulent ensemble, se renforcent aussi parfois. Et tout ça, ça renvoie à une série de transformations au niveau des pratiques journalistiques, mais pas seulement. Petit suspense. Donc dans ce contexte, évidemment, les rédactions vont développer des outils. On a parlé du fact-checking bientôt, tout à l'heure dans la matinée, mais on va aussi voir comment on tente de rétablir les faits. Donc une question se pose. Est-ce que ça suffit, alors même que ces désordres dépassent largement le cadre des médias traditionnels ? Donc autrement dit, si les journalistes restent très centraux dans cette pratique, ils ne maîtrisent plus entièrement, finalement, les conditions dans lesquelles la vérité se fabrique. Et c'est bien l'enjeu, donc, de cette discussion qui va nous occuper, essayer de comprendre comment se construit aujourd'hui la vérité dans un environnement où se mêlent récits journalistiques, croyances plus ordinaires, logiques liées aux algorithmes, interactions sociales, etc., mais aussi production citoyenne. Et donc, je laisse Céline présenter
nos intervenants et intervenantes. Merci Lucie. Alors pour discuter de ces questions, nous avons invité 4 personnes dont nous pensons que les interventions vont être complémentaires. Vous allez l'entendre. D'un bout à l'autre de la table, Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Panthéon-Assas. On ne le présente plus, spécialiste des médias et de la communication politique. Il a très récemment, et je vois qu'il l'a apporté, publié un ouvrage, Les mots de la désinformation, qui est peut-être en vente et qui peut être dédicacé. Oh bah Arnaud, le service presse n'a pas suivi. Ils ont tous vendu. Ah, il est déjà épuisé. Les deux. Donc, il nous parlera notamment de certaines définitions contenues dans cet ouvrage, mais pas seulement. Angèle Stalder, qui, elle, est maître de conférence à l'université Lyon 3. Angèle travaille sur les pratiques informationnelles en contexte ordinaire, en contexte scolaire et en contexte professionnel. Et elle va nous parler de plusieurs études qu'elle a menées et mène actuellement, notamment sur les pratiques vernaculaires de vérification de l'information, ainsi que sur la perception du fact-checking, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, et notamment par les jeunes publics. Clément Legros, le professionnel de la bande, professionnel au sens journalistique du terme, puisque Clément est un journaliste spécialisé en OSINT. Il travaille concrètement sur les méthodes d'enquête et de vérification en environnement numérique au sein de la cellule Les Révélateurs à France Télévisions. Et alors, il vous parlera de sa mission principale, mais nous verrons que c'est une autre manière de travailler le fact-checking en tant que journaliste que celle que nous avons entendue présentée par Éric Lagneau tout à l'heure. Donc, ce sera tout à fait intéressant. Et puis, Christophe Deleu, qui lui est professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Strasbourg. Et Christophe, nous l'avons invité non seulement pour son expertise sur les médias d'information, mais aussi tout particulièrement parce qu'il est à l'origine du podcast Une si belle histoire, que vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre, ou si ça n'est pas déjà fait, vous aurez envie de le faire à l'issue de cette table ronde, qui est un podcast qui brouille les pistes entre réalité et fiction. Et ce podcast a été financé par l'Université de Strasbourg, la RTBF et le ministère de la Culture, mais on va en dire plus dans les minutes qui viennent. Lucie. Donc nous allons animer cette table ronde en 3 séquences distinctes, et on ouvre la première qui est une séquence encore un peu descriptive. On va poser le cadre, et donc je m'adresse aux intervenants et intervenantes. Il va falloir aller vite, du coup, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est une séquence un peu rapide, du coup. Et peut-être Arnaud, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement ce que c'est que ce phénomène de désordre de l'information, nous rappeler ce que c'est, un phénomène qui mêle récits, croyances, rumeurs, vraies, fausses informations, etc. Et est-ce que ça a changé finalement en 10 ou 20 ans ? Merci. Je vais être amené à redire quelques éléments que j'ai pu dire hier soir au tribunal, s'il y en a qui étaient dans la salle. Parce qu'en effet, il y a une dérégulation du marché de l'information, c'est très, très clair. Hein. Cette dérégulation de l'accès à l'information, elle s'explique par la cumulativité de tout un tas de phénomènes qui, effectivement, arrivant en même temps, produisent cet effet de brouillage des repères traditionnels de l'information journalistique. Donc, il y a d'abord le fait qu'il y a une démocratisation de l'accès à la parole publique à travers les comptes de réseaux sociaux. Tout à chacun peut finalement devenir son propre média d'une certaine façon. Et on voit combien de nombreuses personnes ont pris le réflexe de sortir leur téléphone pour filmer, pour prendre une photo de quelque chose, de le poster, de commenter. Et ça peut d'ailleurs, OSINT, être une source d'information à condition, évidemment, d'en vérifier la crédibilité, etc. C'est tout le problème. Mais de fait, tout à chacun peut devenir aujourd'hui une source et une production de quelque chose. Et donc, c'est
un ajout dans la grande corbeille de ce qui peut être considéré comme une information. Ensuite, il y a des intermédiaires nouveaux qui ont émergé, qui ne s'embarrassent pas des mêmes règles, je pourrais même dire parfois des mêmes scrupules que les journalistes professionnels. Ce sont des figures qu'on qualifie, pour faire simple, d'influenceurs, même si j'aime pas trop le terme tellement il regroupe pas mal de choses, mais pour aller vite et aller simple, on va dire les influenceurs, c'est-à-dire des gens dans lesquels on va avoir, certains vont avoir confiance en faisant reposer cette confiance sur autre chose que le respect habituel des règles déontologiques, professionnelles, que des chartes valides pour les journalistes, et qui peut reposer sur de l'identification personnelle avec ces figures, sur le fait que ils sont cool, ils sont sympas, enfin sur des choses qui ont tout d'un coup pas forcément sur les mêmes critères que les journalistes. Et ça ne veut pas dire que tous les influenceurs mentent, c'est pas ça du tout, mais ils sont pas... Et moi, j'ai souvenir d'un reportage invraisemblable fait autour de Gaza par l'armée israélienne, qui avait convié, alors qu'elle interdit le théâtre d'opération aux journalistes, qui avait convié une série d'influenceurs et qui montrait ce que l'armée israélienne voulait bien leur montrer. Et une qui était interrogée du coup par un journaliste pour lui dire « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Elle dit « Moi, je montre à mes followers, voilà, je me contente de montrer. » Avec ou peut-être une naïveté, ou alors une complicité, ça c'est autre chose, mais j'avais tendance à penser une naïveté qui consistait à dire que à partir du moment où elle montrait ce qu'on lui donnait à voir, elle faisait juste son job, quoi, voilà, et sans se poser la question de savoir si elle n'était pas instrumentalisée à des fins de propagande, ce que normalement un journaliste évite de faire. Bon. Ensuite, on a vu émerger également maintenant l'IA, la fabrication de sites entièrement fabriqués par l'IA, plus ou moins signalés comme tels, des mixtes où même l'IA circule sur les réseaux. Parfois, les médias se font un peu attraper aussi. Enfin bref. Donc, tous ces contenus générés par l'IA ajoutent une confusion supplémentaire. Et à 14h, j'anime justement dans l'auditorium Ronsard un débat sur les journalistes face aux photos et aux images fabriquées par l'IA, avec notamment Flore Dissulio qui est ici présente. Donc l'IA ajoute une couche de confusion supplémentaire. Et puis on peut ajouter que les chaînes d'information continue, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, les tout machin, etc., fabriquent de l'information, des contenus. On parle d'infobésité, un terme qui me paraît très justifié, où on peut avoir le sentiment d'être tous saturés d'informations, de plus avoir où fixer notre attention tellement nous sommes sollicités, etc. C'est ce que constatait d'ailleurs la Fondation Jean Jaurès dans 2 études assez récentes. L'une où elle parlait de fatigue informationnelle. Les gens se disent, voilà, on ne sait plus, on n'y arrive plus. Et ils ont prolongé ça en parlant d'exode informationnel, en constatant qu'un certain nombre de gens, face à cette infobésité, face au sentiment de confusion, se disaient, tant pis, je renonce à l'idée de m'informer. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, évidemment, on a le sentiment que... Et vient s'y ajouter, pour terminer, le poids des plateformes. Le poids des plateformes à 2 titres, à minimum, je vais vite, c'est la règle du jeu. La plateforme comme accès à l'information. Et nous accédons de plus en plus souvent par un clic à partir de quelque chose qu'on a reçu sur notre Facebook, notre X, notre Instagram, tout ce que vous voulez. Et ce qui veut dire donc que nous pouvons devenir déconnectés de la ligne éditoriale d'un journal. On ne sait même pas trop où on atterrit. On est très très loin de la relation de fidélité avec un média en qui on a confiance tous les jours, etc. Donc là aussi, ça provoque un brouillage des codes. Et puis bien sûr, il y a l'algorithmisation de l'accès à l'information par les plateformes qui ne cesse de dire, nous, on n'a pas de responsabilité éditoriale, nous ne sommes que des vecteurs, etc., pour fuir à toute leur responsabilité. Or, c'est totalement faux, évidemment, puisque l'algorithmisation est une éditorialisation, puisqu'elle pousse certains contenus plutôt que d'autres. En plus, nous ne sommes pas forcément conscients, même la plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de ce qu'elle pousse ou pas, etc., etc. Et donc, tout ça fait qu'il y a une grande confusion, une grande incertitude, et qu'il y a plein de réponses, comme le fact-checking, comme l'OSINT, comme etc., qui sont des façons d'essayer de répondre
à ce moment de confusion qui est quand même beaucoup plus fort que ce qu'on a pu connaître dans le passé, dans l'histoire. Il y a toujours eu des contestations de l'information, des journalistes, des doutes sur la qualité de certains médias, enfin, etc. Mais il est un fait que là, dans l'espace numérique qui est le nôtre, c'est très compliqué. Du coup, tu me tends complètement la perche, puisqu'on va demander à Clément, justement, dont c'est le métier, de rétablir la vérité, de nous éclairer un peu sur sa pratique professionnelle. Voilà, dans ton métier de journaliste, comment est-ce que tu définis finalement le vrai ou ce qui ne l'est pas ? Est-ce que tu peux aussi nous donner un exemple concret de quelque chose que tu as vécu récemment, d'une image ou d'un contenu que tu as vérifié ? Bien sûr. Quelle grande mission, rétablir la vérité. Derrière un nom de service qui s'appelle Les Révélateurs, on dirait les Avengers de l'information. C'est parfait. Tout à fait. Au quotidien, au Révélateur de France Télévisions. C'est vrai. Au quotidien, au Révélateur de France Télévisions, donc au contraire de mon confrère de l'AFP Factuel qui était présent à la table ronde précédente, je vais chercher le vrai. La mission des Révélateurs de France Télévisions va être de travailler à partir des images pour les authentifier et pour vérifier tous les contenus amateurs diffusés sur les réseaux sociaux et qu'on va utiliser dans nos sujets. Le but, c'est en quelque sorte de venir muscler, de venir créer une séquence et de venir illustrer là où on n'est pas, là où on ne peut pas aller, ou des fois pour revenir sur des éléments et revenir sur une image ou sur un fait pour le détailler. Donc quand on va parler de rétablir la vérité, je pense que qu'est-ce qui est vrai pour moi ? Il y aura une vérité factuelle que je vais corroborer, c'est toujours à partir d'un faisceau d'indices. Je vais plutôt m'attacher à la notion d'authentification des images, d'authentification et peut-être de cohérence avec un contexte. Je m'explique. L'authenticité d'un contenu, que ce soit un document ou un contenu audiovisuel, va être plutôt de l'ordre, pour une image, du lieu, de la date, et de vérifier qu'il n'a pas été mis en scène, qu'il n'a pas été produit, soit dans un processus où l'intelligence artificielle est intervenue, soit avec une volonté de tromper, soit qu'on ne détecte pas non plus de caviardage, de tronquage, qu'il est intègre. Là, on peut dire qu'il est authentique. Est-ce qu'il est vrai ? Nous, on va se baser par rapport à une information. Et donc, pour définir cela, on va faire une comparaison entre les éléments de fait qu'on a récoltés à partir du document et l'information qu'on souhaite vérifier. Je m'explique. Est-ce que le document et les informations que nous avons trouvées correspondent à l'information qu'il est censé illustrer ? Si oui, alors je peux dire qu'il est vrai et peut-être que de cette multiplicité des sources que je vais engranger au fil de mon enquête, on peut appeler ça une enquête, je vais pouvoir considérer l'information comme vraie. Mais voilà, en premier lieu, et au quotidien, je travaille à vérifier l'authenticité des documents pour corroborer une information qui nous parvient. Un exemple, nous, au quotidien, un exemple marquant, là, dernièrement, on va être dans le conflit dans le conflit de la guerre en Iran, de l'attaque israélo-américaine contre l'Iran. Au début de cela, en janvier 2026, on avait de fortes mobilisations dans les rues. De très nombreuses images étaient partagées, notamment une photo un petit peu iconique, une photo d'un homme qui se tenait face à des policiers dans une rue, une grande avenue de Téhéran. Voilà, une photo qu'on croirait digne d'un cliché de presse. La question se pose, est-ce que c'est vrai ? Pour nous, on a vérifié notre premier travail, comme je le disais, on va vérifier une image, on va donc la géolocaliser, on a cherché à la dater et tout ça. C'était à peu près cohérent, l'image ne datait pas d'avant, le lieu pouvait ressembler. Et en fait, on a réalisé très vite que c'était tiré d'une vidéo. Exactement, j'entends un « Ah ». Merci beaucoup, je me sens écouté, ça fait très plaisir. Voilà, je n'ai payé personne, je tiens à le répéter. Et donc, c'était en réalité... Comment ? Le problème, si c'est tiré d'une vidéo, la vidéo, elle peut être... On pourrait croire. Sauf que cette vidéo, quand on la géolocalise, nous sommes bien à Téhéran. Quand on la date, nous sommes bien
en début janvier 2026. Je ne me souviens pas de la date exacte. Cependant, le cliché n'apparaît pas dans la vidéo. En fait, on a réalisé que cet instant précis, c'était une vidéo donc filmée depuis un balcon derrière une fenêtre, cet instant précis de la vidéo avait été passé dans la moulinette de l'intelligence artificielle pour en faire un cliché iconique. Voilà par exemple une nouvelle pratique qui fausse le réel. Une pratique qui est maintenant une image qui a été très largement partagée sur les réseaux sociaux et qui nous est parvenue à nous, de notre rédaction, de la part de nos collaborateurs, de nos directeurs, de nos chefs de service ou des rédacteurs qui réalisaient ensuite le sujet et pour qui j'alimente en images ces sujets. Et il s'avère qu'on a réalisé qu'il y avait une erreur, il y avait un mensonge. On pourrait croire que c'est du vrai, mais c'est du faux. Et donc c'est tout le travail de rétablir la vérité, va être tout le travail pour nous de rechercher si le contenu, le document est authentique et en contexte corrobore exactement l'information dont on souhaite parler. Je voudrais juste ajouter un point, parce que j'ai oublié de le dire, mais ce qui est terrible aujourd'hui, le défi, c'est que souvent, le faux est mêlé au vrai. Et que c'est pas... ça serait tellement beau, un monde dans lequel il n'y a que du faux ou il n'y a que du vrai, mais que c'est démêler le bon grain de livret, c'est pas seulement... C'est aussi repérer à l'intérieur d'eux la manipulation à l'intérieur de l'image. Aujourd'hui, avec l'IA, ça peut être un détail qu'on vient manipuler à l'intérieur d'une image qui, elle, a été vraie, enfin, est vraie. Exactement. Et c'est tout l'exemple, c'est vraiment ça. Il est de plus en plus dur pour nous et aucun outil, vous en parlerez certainement sur la vérité des images plus tard dans une conférence à 14h, je crois. Mais, pas du tout. Mais donc... il n'y a aucun outil en plus à ce jour à même de détecter pleinement une intelligence artificielle. C'est un peu la course à l'échalote. C'est-à-dire que nous, le moment où on va développer un outil, on va développer une capacité de vérification d'une image, d'authentification, je reviens à ce mot, d'une image. L'intelligence artificielle sera déjà passée au niveau suivant ou alors aura déjà trouvé d'autres moyens détournés d'être encore plus réaliste. Et donc, on se rattache finalement à des techniques assez simples qui sont corroborer l'information qui est censée relater le document par des témoins, par un lieu, par une date. Et finalement, il n'y a que ça qui permet de se prémunir de manière à peu près absolue, tout en sachant bien sûr qu'avec la massification de la circulation des contenus, le doute profite à la prudence. Et donc, s'il y a un élément qui nous manque, un élément de l'authenticité qu'on ne peut garantir, alors on ne pourra pas considérer ça comme une vérité journalistique qu'on utilisera. Merci Clément. On voudrait entendre Angèle maintenant, notamment sur des projets de recherche auxquels tu as participé ou qui se lancent maintenant. On parlait des projets Vigie, d'Emosis notamment, et notamment des pratiques vernaculaires de vérification. Comment est-ce que ces pratiques finalement se situent par rapport au fact-checking, par exemple, professionnel ? Et il y a peut-être la question des publics aussi, jeunes et adultes, qui pourraient se poser dans ces projets. Oui, je vais revenir sur deux terrains en particulier. Alors, les pratiques vernaculaires, c'est des pratiques qui sont vraiment très situées dans une communauté, dans un espace-temps, et elles ne valent que pour cet espace-temps et cette communauté. Voilà, je suis dans des approches qualitatives. Voilà, donc après, c'est dur de généraliser, mais justement, le fait de multiplier les terrains, de documenter différents terrains, permet quand même ensuite d'avoir des traits un peu saillants sur ces pratiques vernaculaires de vérification de l'information. Alors, le premier exemple que je prendrai, c'est celui d'une enquête qu'on a conduite avec Gustavo Gomez-Meja, qui est ici présent, et c'était dans le cadre d'une ANR qui s'appelait Vigie, la vérification de l'information chez les journalistes et sur Internet, qui était pilotée par Jérémy Nisset, qui est aussi présent. Et nous avons enquêté en fait en une méthodologie d'ethnographie du web sur Twitter pour voir quelles étaient les pratiques de vérification de l'information des usagers de Twitter. Et en fait, elles sont nombreuses, ces pratiques de vérification. Elles sont enclenchées dès que l'un des membres de la communauté a un doute. Ça peut être un détail sur une photo, ça peut être une parole qui est remise en question avec une parole plus ancienne. Et donc là, il y a une enquête collective qui se déclenche avec une véritable culture de la source.
C'est-à-dire qu'on va aller remonter le plus haut possible pour savoir d'où ça part, comment ça a été diffusé. C'est même cross-canal, hein, ça a démarré sur Reddit, ça va sur Wikipédia, ça atterrit sur Twitter. Donc on refait un peu le parcours de cette désinformation. Et puis, dans ces pratiques qui sont communautaires, qui sont collectives, je ne me souviens plus de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Il y a une enquête collective. Oui, c'est ça, merci beaucoup. Donc, une véritable culture de la source, et avec notamment quelque chose qui nous avait frappé, c'est cette capacité à l'excavation. C'est-à-dire qu'il y a une culture des usagers de Twitter sur ce qui circule. On va excaver un ancien tweet, un ancien extrait, une ancienne image, et on va la comparer. Voilà. Donc, vraiment une enquête, des enquêtes très très poussées et avec des pratiques quasi professionnelles. Je vais maintenant évoquer un autre terrain d'enquête qui est plus récent, parce qu'il a démarré en novembre 2025, dans le cadre de Démo6. Alors Démo6, c'est une ANR de 7 ans. C'est un consortium d'universités, c'est piloté par Lille. Là, dans la salle, on est un certain nombre à participer. Je vois Axel Boursier, Emmanuel Marty, donc à cette ANR. Et on fait partie, nous, d'un axe qui s'appelle les désordres informationnels. ANR, c'est programme financé par l'Agence nationale de la recherche. Parce qu'il y a des gens qui Merci, sont pas là. merci. Merci. Non, mais tout à fait. Non, mais complètement. Merci beaucoup de l'avoir précisé. Donc, Démo6 qui s'intéresse au désordre informationnel comme menace à la démocratie. Donc, il s'agit, dans un premier axe, de cartographier l'écosystème de la désinformation. Dans un deuxième axe, d'essayer de voir quels sont des indices pour anticiper d'éventuelles crises par rapport à des désordres. Et moi, je co-coordonne avec Paola Pietrandrea, qui est spécialiste des sciences du langage à Lille, un troisième sous-axe, qui est celui des contre-mesures. Et dans cet axe des contre-mesures, on travaille particulièrement l'autorité. Comment fonctionne, quels sont les indices d'autorité actuellement dans un paysage informationnel complètement complexe, et la notion d'expertise. Et donc, je suis allée dans un collège de la banlieue lyonnaise pour essayer de travailler justement, d'avoir des éléments sur, quand on est collégien dans un collège de banlieue lyonnaise, comment est-ce qu'on s'informe d'abord, parce que la première question, c'est pas comment vous luttez contre la désinformation, mais comment vous vous informez, pour avoir une idée de leur paysage informationnel, parce qu'un individu, un acteur, s'est inscrit dans son écosystème informationnel. Donc déjà, ça, il faut le connaître. Et ensuite, j'ai posé la question de, mais quand tu as un doute, comment tu fais pour vérifier? Et là, c'est pas une culture de la source qu'on voit, mais c'est d'autres éléments, donc des collégiens entre 11 et 15 ans. C'était des délégués développement durable qui devaient créer un film sur les problèmes de pollution de l'eau. Et quand j'ai un doute, je demande à ma maman. Quand j'ai un doute, je demande à mes amis. Quand j'ai un doute, en fait, on voit que chez ces jeunes publics, parce que tu posais la question, Lucie, y a-t-il des différences entre les publics? Là, en fait, dans les pratiques de vérification, il y a beaucoup d'émotions et il y a beaucoup d'affectifs qui rentrent en ligne de compte. Voilà, ça, c'est une grande différence entre des adultes. Et il y en a même un qui m'a dit, moi, je demande à Dieu. Oui, alors, oui et non, moi, je ne suis pas là pour juger. Par contre, après, c'est une approche compréhensive. Et en fait, c'est de montrer comment la vérification de l'information, c'est quelque chose d'hyper complexe, où il n'y a pas que les facteurs cognitifs, il n'y a pas que la connaissance, c'est pas parce que je sais que je vais me vérifier, je vais terminer par là, mais qu'en fait, il y a des facteurs qui sont sociaux, évidemment, qui sont cognitifs, évidemment, mais qui sont aussi liés à la culture et à la religion. Merci beaucoup, Angèle. Et pour finir cette première séquence, on souhaitait entendre Christophe, qui est à l'initiative d'un podcast qui s'appelle Une si belle histoire, et qui interroge, alors pour citer Télérama, qui décortique la fabrique du mensonge.
Voilà le titre de l'article. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce podcast, nous dire aussi comment est née cette idée finalement, et puis quels enseignements tu tires de cette expérience de production, et peut-être un mot autour de la narration. Est-ce que la narration, elle influence aussi la perception de la vérité ? J'ai retenu de la table ronde précédente qu'il fallait donner les éléments de contexte. Voilà. Donc je vais le faire. Effectivement, donc je suis enseignant-chercheur au QEJ, l'école de journalisme de Strasbourg. Donc enseignant-chercheur, voilà, je cherche. Et je suis aussi un praticien, en fait, puisque j'ai réalisé beaucoup de documentaires pour France Culture, mais j'ai aussi écrit des fictions. Voilà. Et j'ai toujours, en fait, mené un peu les deux en parallèle, mais en tissant des liens de plus en plus étroits, en fait, entre ces deux activités. L'une nourrissant l'autre. Donc j'ai fait des vrais documentaires avec des vrais faits. J'ai écrit des fictions avec des faits inventés. Voilà. Et nourri un peu de toutes ces expériences, j'ai eu effectivement envie à un moment donné peut-être de proposer peut-être un travail, un podcast un peu plus théorique entre guillemets, qui posait cette question des relations entre le faux et le vrai et des faux récits. Et je précise que c'est un podcast, c'est le son, parce qu'aujourd'hui on dit podcast pour aussi désigner des visuels, donc c'est une série sonore. Et en fait j'ai eu envie effectivement de créer ce qu'on appelle une fiction documentée, c'est-à-dire que certes c'est une fiction avec des personnages qu'on suit, mais c'est nourri de faits réels, en tout cas de faits qui sont entre guillemets vraisemblables. Voilà. Et voilà est née donc l'envie de faire cette série qui s'appelle Une si belle histoire, qui est une véritable saga. Faut être patient parce que c'est quand même 10 épisodes de 30 à 40 minutes. Je sais que certains et certaines ici l'ont écouté, et je leur tire mon chapeau. Et le but en fait est de suivre une histoire un peu policière, on va dire, avec du suspense, et en même temps de donner des informations. Donc c'est un peu selon le principe, par exemple, de Nicolas Truong, journaliste au Monde, le Théâtre des Idées, qui avait créé un spectacle qui s'appelait Interview il y a quelques années, par exemple. Donc c'est d'associer la visée de divertissement, on va dire, et aussi la visée de réflexion. Donc plus concrètement, qu'est-ce que ça raconte Une si belle histoire ? On suit en fait une podcasteuse, un peu journaliste, pas complètement journaliste, qui s'appelle Camille et qui va avoir envie, en fait, qui produit un podcast de récits de témoignages. Donc depuis 10 ans, elle a vraiment rencontré plein de gens qui ont raconté leur vraie histoire. Et là, elle sature un peu dans son parcours professionnel. Elle a tellement entendu d'histoires que ça commence à avoir un burn-out. Et donc elle se dit tiens, et parallèlement, on lui envoie en fait des archives vidéo de quelqu'un en fait qui a menti dans les médias 20 ans auparavant. Quelqu'un qui s'appelle Julien et en fait qui s'est inventé en fait un grave accident de vélo. Il s'est inventé un coma dans lequel il était néanmoins conscient. Il s'est inventé un passé de champion de roller de descente, enfin une espèce de récit comme ça de résilience, de combat contre toute l'infortune, on va dire. Et donc elle reçoit ça. Donc elle se dit tiens, c'est peut-être une bonne idée pour mon dernier podcast, pardon, d'alerter peut-être les auditeurs, les auditrices, peut-être elle se dit tiens, on ne dit pas toujours la vérité. Voilà, c'est peut-être un peu tard pour se poser la question, mais en tout cas, elle le fait à ce moment-là. Et à partir de là, voilà, elle va vouloir raconter ça. Alors, elle va se heurter à sa productrice, qui est pas du tout d'accord, parce que c'est pas du tout le concept de l'émission. Donc il y a déjà un premier conflit. Mais voilà, Camille va vouloir en savoir plus sur ce Julien. Et donc, elle va vouloir raconter son histoire qui a été, puisque Julien a été démasqué il y a 20 ans auparavant par une journaliste d'un journal local. Donc, il a déjà été démasqué. Et voilà, elle va vouloir raconter son histoire. Et à partir de là, elle pense que ça va être simple. Parce qu'effectivement, elle pense être du bon côté de la loi, de la déontologie. Parce que, après tout, raconter un tel mensonge quand même, qui a fait beaucoup de mal, et voilà, c'est un faux, un mensonge. Mais néanmoins, à partir de là, en fait, tout va complètement se gâter pour elle. C'est-à-dire ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire qu'elle soit du côté du bien, en quelque sorte, en tout cas de l'authenticité, de la véracité, et tout ça. En réalité, elle va plonger dans un système qui va être un peu plus fort qu'elle, un peu comme dans les grands films paranoïaques américains des années 70. Et en fait, c'est l'inverse qui va se produire. Voilà. Donc ça, c'est un peu le pitch, parce que Julien va pas être d'accord pour que, en fait, on raconte son histoire. Voilà. Donc à partir de ce pitch, en fait, les 10 épisodes sont aussi traitent à chaque fois d'une problématique journalistique différente.
tout en faisant avancer l'histoire, en fait. On parle de ce qu'est une contre-enquête journalistique dans un épisode, de ce qu'est le fact-checking des récits d'anonymes, en fait, voilà, des sources secondaires, comme disait Neveu. On fait aussi donc référence à ce qu'est l'intimidation judiciaire. Il y a un épisode sur l'empathie aussi. Qu'est-ce que l'empathie, le journaliste, l'empathie et les récits des témoins. Et il y a un épisode aussi, par exemple, sur ce qu'on appelle le droit à l'oubli, qui garantit en fait une protection aussi aux témoins qui ont raconté leur histoire. À un moment donné, elle sort du numérique, elle sort du web. Voilà. Donc toutes ces problématiques. Le Conseil des médias aussi, on pose cette question-là. Voilà. Donc quasiment chaque épisode peut illustrer une problématique. Voilà. Et donc voilà, et le but c'est de tenir en fait ce fil de, justement, vous l'aurez compris, de l'histoire, de la narration, des faits inventés, et aussi de ce qu'on appelle la documentation. Par exemple, dans un des épisodes, la personne qui joue le rôle d'un avocat, c'est quasiment un vrai avocat, qui donne donc des vraies données sur ce qu'est le droit à l'oubli. Voilà. Mais il s'intègre dans la narration. Voilà. C'est pas une pièce rapportée. Voilà. Voilà, donc chaque épisode, alors vous l'avez dit, ça a été financé par ces nobles institutions que sont l'Université de Strasbourg, la RTBF et puis le ministère de la Culture. Donc ça veut dire que c'est un podcast aujourd'hui qui est libre d'accès sur toutes les plateformes de podcast. Il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin d'abonnement. Il est disponible pour, voilà, si ça vous intéresse à titre personnel, mais aussi si vous voulez travailler justement avec des étudiants ou avec des élèves pour justement expliquer ce qu'est le droit à l'oubli, qu'est-ce que l'empathie. Il est volontairement scénarisé pour que chaque épisode soit en quelque sorte détachable et qu'on puisse écouter l'épisode et réfléchir à, voilà, est-ce qu'il faut avoir de l'empathie ou pas par rapport aux témoins, quels sont les effets négatifs. Voilà, c'est vraiment conçu pour que des pédagogues s'en emparent, des citoyens, des collectifs. Non pas pour imposer, c'est pas des cours, hein, il n'y a pas une vision, mais c'est plutôt pour faire réfléchir. Parce que justement, ce qu'on a voulu dans ce podcast, c'est être dans une certaine ambivalence. Justement, et de pas se dire tiens, Camille elle est du côté forcément justement du bien, justement c'est pas un axe bien-mal du tout, peut-être que mes propos ne soient pas mal interprétés ici, mais en tout cas on a introduit pas mal de complexité et on se rend compte qu'en fait tout ça est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, parce que là c'est vrai qu'en général quand on discute de fact-checking, bah voilà, on trace une ligne entre ceux qui mentent ou ceux qui donnent des fausses infos et puis les nobles fact-checkers ou le noble public contre le public qui... Voilà, on fait comme ça des catégories. En fait, on est tous un peu dans ce bain-là informationnel. On a tous notre part aussi, en fait. Hein, c'est ce qu'on veut aussi rappeler. Et donc, on invite en fait à la réflexion. Voilà. Est-ce qu'on peut raconter à nouveau le mensonge de quelqu'un qui a menti dans les médias il y a 20 ans? Est-ce qu'on peut le faire? Bah en fait non, on ne peut pas le faire parce qu'il y a le droit à l'oubli. Voilà. Donc on rappelle un peu comme ça cette espèce de cadre général et le but c'est de provoquer des discussions à partir des épisodes. Voilà, c'est ça le but du podcast. Et pourquoi le podcast? Bah, c'est vrai qu'on est des chercheurs, alors on écrit des articles, on fait des études très nobles à chaque fois. Voilà. Là, le but, c'est aussi de toucher une autre communauté de public. C'est-à-dire, voilà, et ça, on est content parce que je pense que c'est un peu il est sorti en juillet l'année dernière, donc on peut dire aujourd'hui que, voilà, grâce à pas mal de complices, on a pu toucher du public, en fait, voilà, qui ne lit pas nos articles nécessairement, qui ne lit pas nos livres, qui ne vient pas à nos conférences. Voilà, on peut discuter. J'étais dans une médiathèque il y a 2 jours à Strasbourg. Donc ça permet, voilà, c'est un outil en fait qui permet de discuter tout en se divertissant entre guillemets. Voilà, c'est le but en fait des fictions documentées. Je vais te redonner la parole, Christophe, mais l'ambivalence que tu viens d'évoquer, justement, parlons-en. Les services de fact-checking sur France Télévisions, au-delà de la cellule des révélateurs, s'appellent le vrai du faux. Le vrai d'un côté, le faux de l'autre. La thématique des assises cette année, vous le savez, c'est la vérité. Quand nous avons préparé cette table ronde, nos intervenants ont attiré notre attention sur une fausse croyance que Lucie et moi partagions. Il n'existerait pas de vérité idéale et universelle. Tout à l'heure, Éric Lagneau a parlé d'une vérité factuelle. Les expériences et les travaux de nos intervenants montrent qu'il existe des définitions multiples de la vérité et que des facteurs comme la confiance, les croyances, le rapport à l'autorité, l'expertise
peuvent influencer notre perception de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Alors j'aimerais bien vous demander de nous en dire un petit peu plus. Donc on peut peut-être repartir du podcast, Christophe, puisque par cette expérience, par cette fabrique du podcast, qu'est-ce que cela t'a appris sur la construction de la vérité dans les médias ? Tu as déjà commencé un petit peu à en parler en parlant d'ambivalence. Nous, dans notre podcast, donc, c'est un mensonge. Alors, c'est pas n'importe quel type de faux, en fait. Hein. Un mensonge, c'est vraiment l'intention de tromper. Donc, quand Julien passe d'une émission à l'autre pour raconter en fait son faux accident, il n'y a pas tellement de doute, en fait, sur les faits eux-mêmes. C'est du mensonge. On est dans le faux. Il n'a pas vécu, en fait, ce qu'il raconte. En fait, il rompt ce que Philippe Lejeune appelait le pacte d'authenticité, c'est-à-dire que quand on écoute un témoin, on pense que ce qu'il nous dit est vrai. C'est pour ça qu'il faut aussi préciser que peut-être par rapport à tout ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est un certain type c'est un fact-checking qui concerne en fait les paroles d'anonymes. En général, ils ne sont pas trop touchés par le fact-checking. Quand on pense au fact-checking, on pense d'abord aux hommes politiques, aux représentants, à ceux qui ont des intérêts. En réalité, il y a aussi certains témoins qui en fait mentent. Alors c'est une sorte. Je me suis rendu compte que d'ailleurs en discutant avec beaucoup de journalistes qu'en fait c'était pas un impensé, mais qu'on n'en parle pas beaucoup parce que en fait ces fameuses sources secondaires, eh bien on considère que voilà ils racontent leur vie. Pourquoi est-ce qu'ils auraient un intérêt en fait à mentir contrairement à des politiques? Et en fait, depuis quelque temps, et je vois qu'Isabelle Vermasson est dans la salle, elle a beaucoup travaillé sur ces questions et d'ailleurs elle m'a influencé dans mon parcours de chercheur. Donc voilà, elle a fait des beaux écrits qui en fait ont nourri ma réflexion. Parce que c'est vrai que on part du principe que le témoin souvent dit la vérité, c'est pas du tout le cas. Et on assiste en ce moment, alors je sais pas s'il y a une évolution, là j'ai pas de chiffres, mais on se rend compte que quand même il y a de plus en plus de témoins qui mentent. Au Bataclan par exemple, il y a des fausses victimes du Bataclan. On en a identifié quand même un certain nombre. Et pas que pour des raisons financières, parce qu'il y a un intérêt financier pour certains. D'autres ont un intérêt tout simplement de chercher la lumière médiatique. Donc en fait, Julien, on ne sait pas trop, puisqu'il a menti il y a 20 ans, on ne sait pas trop pourquoi il a menti, ça reste un peu mystérieux, mais a priori, c'est un type de récit qui va intéresser tous les médias. Puisqu'en fait, c'est viral. Une fois qu'il a commencé à raconter son histoire, tous les médias reprennent cette fabuleuse histoire de ce garçon qui, finalement, un peu comme Lazare, a vaincu la mort. Donc, pour un média, pour tous les médias, c'est magnifique comme histoire. Donc, en fait, il y a une sorte de, entre guillemets, de petite complicité qui va se nouer entre le menteur, le monde des médias, les éditeurs, tout le monde va avoir, et puis même le public. Parce que tiens, le public qui forcément n'a pas forcément envie d'entendre parler de graves accidents de la route ou d'accidents de vélo, bah là il va avoir aussi envie de s'y intéresser, puisque tout d'un coup ça se finit bien. Donc c'est pour ça qu'on a un peu tous notre part dans cette histoire de mensonge. En fait, on est attiré aussi par ce type de récit. Et en fait, c'est vrai que notre système médiatique, il fonctionne beaucoup autour de ces belles histoires de résilience. Parce que si on racontait vraiment le quotidien d'un accidenté de vélo et qu'on allait le voir à l'hôpital, enfin, il y a déjà une grande partie du public qui n'irait pas. Et donc voilà, donc on a aussi envie de belles histoires. Donc on n'est pas forcément toujours attiré par le vrai. Et voilà. Et la confusion parfois se fait que voilà. Donc le podcast rappelle que chacun d'entre nous a dans cette histoire sa petite part de responsabilité et intérêt à ce qu'on ne fasse pas forcément toujours la distinction. Voilà. Ou en tout cas, pourquoi on a envie aussi de croire à ce type de récit. Merci Christophe. Alors Angèle, tu nous as expliqué avoir étudié des publics qui vont se tourner vers d'autres sources d'information ou d'autres sources de vérification de l'information que les médias traditionnels. Leurs parents, ou ils vont eux-mêmes faire la vérification de l'information. Est-ce que c'est en raison d'une défiance vis-à-vis de l'autorité médiatique qui pourrait incarner cette forme de vérité? Alors, c'est paradoxal parce qu'en fait, quand on les interroge, de prime abord, il y a effectivement un rejet de les médias mainstream, les médias les plus courants. Il y a ce discours-là. Mais en fait, quand on pousse un peu plus loin, la télévision, par exemple,
Et ça, on le voit aussi dans les grandes enquêtes quantitatives. Sur ça se rejoint, en fait, ça converge. La télévision va rester un média vers qui on va se tourner si vraiment on a un gros doute. Parce qu'à la télévision, ils ne peuvent pas mentir. Il y a trop de monde qui regarde. Et donc, il y a trop d'enjeux. Voilà, ça, c'est les collégiens qui disent ça, par exemple. J'avais noté 2-3 verbatim, mais pareil, sur BFM TV, ils ne peuvent pas nous mentir. C'est trop grave s'ils nous mentaient, sinon ils seraient renvoyés. Bon, voilà. Mais quelle que soit la raison, en fait... Alors, quelle que soit la raison, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que la télévision, chez des jeunes, reste un média repère quand on a un doute. Avec leur famille. Avec leur famille. Voilà. Et en fait... Non, mais la télévision avec leur famille aussi. Mm. Donc après, je ne sais plus ce que tu m'as posé comme question. Oui, alors... Voilà, donc paradoxal, à la fois un discours premier sur de la défiance, et puis finalement, ces médias-là restent des repères. Mais la défiance ou la méfiance, c'est peut-être trop fort. En tout cas, c'est un non-intéressement pour certaines raisons. Par exemple, le fait qu'on parle sans arrêt de fact-checking parce qu'il y a de la désinformation, ça démotive pour s'informer. Voilà. Donc là, c'est une enquête qu'on a réalisée avec 2 collègues d'Helico, Noureddine Assaoui et Helico, qui est notre unité de recherche, à Lyon, décidément, trop d'implicite, et avec Adrienne Staille, où là, on est allé enquêter auprès de jeunes, et moins jeunes, en réinsertion. On est allé les questionner dans des organismes de formation où ils suivaient un parcours pour une réorientation professionnelle. Et dans les entretiens, en fait, ce qui ressort, c'est des stratégies d'évitement. Parce que comme il y a de la désinformation partout, on ne s'informe pas. Voilà. Et ça, c'est un contre-effet. En fait, on parlait tout à l'heure des effets du fact-checking sur les usagers. Alors, il y a des enquêtes qui montrent qu'il y a des contre-effets, mais on voit là un exemple dans cette population là qui a été investiguée il y a 2 ans. Et puis, ce qu'on reproche aussi au fact-checking, c'est de s'intéresser à des sujets qui ne sont pas proches d'eux, proches de leur vie. Le côté proximité, éloignement revient très souvent dans les entretiens. Ils ne se sentent pas pris en charge. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de désinformation sur du high level en termes d'enjeux, des enjeux démocratiques, de santé, de guerre, etc. Mais en fait, quand on étudie les pratiques ordinaires de vérification de l'information, ça porte sur des sujets qui ne sont pas aussi de tels enjeux, en fait. Donc voilà, ça aussi, c'est un côté de méfiance de rejet par rapport au fact-checking, parce que ça ne s'intéresse pas à leur thématique de recherche. C'est juste pour rebondir, parce que pour avoir effectivement parlé d'une si belle histoire avec des lycéens et des étudiants, effectivement, l'approche par des faits beaucoup plus proches. Parce que j'ai parlé du mensonge, par exemple, avec eux, et c'est vraiment intéressant de voir le regard sur le mensonge. Et je pense que c'est vrai, peut-être... Pardon, oui, j'oublie le micro. C'est le fait de partir de leur propre expérience du mensonge. J'ai découvert des tas de trucs sur comment ils mentent sur LinkedIn, c'était fabuleux. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Mais c'est vrai que de fait, avoir une approche peut-être un peu moins macro et de plus parler aussi de leurs préoccupations pour ensuite montrer comment on peut fact-checker tout ça, je trouve que c'est intéressant, et ça confirme en fait effectivement le fait qu'il faut peut-être inventer des objets pour leur parler différemment que directement la guerre en Iran ou quelque chose comme ça. Alors, qu'en pense le journaliste révélateur, justement, de ce rejet, de cette méfiance et de cette complexité de définir la vérité ? J'aurais aimé pouvoir travailler sur cette histoire et ce faux témoignage si l'OSINT avait déjà été et ce type de journalisme avait déjà été plus présent dans les rédactions à l'époque. Je crois que c'était il y a 20 ans, donc c'est un peu trop ancien.
Je dirais que pour rétablir la vérité, nous, par rapport à tout ça, comment on va se positionner, je pense que l'OSINT va avoir une vraie force pour recréer également de la confiance, dans le sens où il se base sur une méthodologie et des standards qui sont assez écrits, assez fixes, et qu'on peut facilement exprimer, et dont la narration journalistique va être assez claire. Je m'explique. Quand on va tenter de rétablir le réel, nous, on va avoir une méthodologie, l'OSINT. On appelle ça l'Open Source Intelligence. C'est en réalité du renseignement. Vous en faites quand vous stalkez. C'est tout ce que peut faire, certains diront, Hervé Le Toqueux le dit, c'est tout ce que peut faire votre grand-mère avec un ordinateur. C'est à partir de toutes les données libres et gratuites disponible sur un ordinateur. À partir d'un ordinateur, on va essayer de construire des hypothèses et de rechercher des faits, de créer des liens et de pivoter entre ces assertions pour passer d'un fait à l'autre. C'est-à-dire que dans la première étape, on va réunir un maximum d'éléments, que ce soit des témoignages, que ce soit des contenus produits par des utilisateurs, des UGC, que ce soit des éléments de presse, que ce soit de la documentation audiovisuelle, des films. Bref, nous, on va faire tout d'abord une récolte d'éléments, et à partir de notre hypothèse, on va commencer à tout d'abord laver notre base de données, vérifier l'authenticité des informations qu'elles soient textuelles, que ce soit des données sur des personnes partagées sur LinkedIn, que ce soit des données audiovisuelles. On va tenter de vérifier si le contenu est, comme je le disais tout à l'heure, authentique, c'est-à-dire un lieu, une date. Et chacune de ces vérifications va nous permettre d'avoir un élément de fait qui va devenir, qu'on va considérer comme crédible, et donc de pivoter vers l'élément suivant et de créer alors je ne dirais pas forcément vérité, mais de créer donc notre récit, notre vision d'un fait, d'une actualité, d'une information. Et en ce sens, pour la question de confiance, c'est-à-dire que l'OSINT va se baser sur des standards qui sont peut-être presque scientifiques, mais qui suis-je pour en parler là? Je fais ni recherche ni science, mais on va se baser sur des standards qui sont la reproductibilité, et la reproductibilité des résultats et la retranscription des sources utilisées. C'est-à-dire que quand un récit journalistique tel que celui que nous produisons au Révélateur ou à France TV, ou que l'AFP utilise dans le cadre de fact-checking, dans le cadre d'un récit journalistique en source ouverte, en enquête numérique en source ouverte, en environnement numérique, nous allons retranscrire toute la démarche au point. Et donc là, c'est vraiment de la véridiction, c'est la manière dont on va dire notre vérité journalistique, notre information, au point que normalement, quelqu'un d'autre peut reproduire et retrouver les mêmes résultats que nous. Et d'ailleurs, nous mettons toutes les clés à disposition donc, du public, ou d'un confrère, ou d'un collègue. Et d'ailleurs, on se cross-check, comme on dit dans le jargon, on se cross-check entre nous avant de publier, de diffuser, de produire. Mais donc nous mettons également toutes les sources à disposition, et donc comme je le disais, la méthodologie, la manière de faire, pour que la personne elle-même puisse vérifier nos résultats, et donc l'information qu'on transmet. À voir si c'est la vérité. Il y a peut-être d'autres éléments de fait, comme après tout récit journalistique va être anglais, va être choisi, l'objectivité, tout ça, c'est pas vraiment le sujet ici, mais tout ça, c'est un très vaste. J'entends les personnes tiquer sur ce. Ah. Tout ça. Donc, mais donc voilà comment je dirais qu'on tente de rétablir la vérité, du moins qu'on essaye de transmettre une information vraie et qu'on tente de le démontrer au mieux, de le garantir. Merci Clément. Toujours sur cette notion de vérité, Arnaud, la question que tout le monde se pose. Y a-t-il une entrée vérité dans les mots de la désinformation? Et si oui, quelle est-elle? Oui, bien sûr, il y a vérité, et qui renvoie directement à une autre notice qui est factualité, dans le cas qui nous intéresse pour l'information. En fait, je voudrais dire plusieurs choses.
il y a des convergences parfois troublantes entre des discours de type, on va dire, complotiste, etc., où c'est un immense relativisme, en fait, on ne peut pas savoir, rien n'existe vraiment, on nous ment, etc., tout en ayant des certitudes quand même très fortes chez les complotistes, puisqu'ils ont d'autres certitudes quand même. Et puis parfois des discours, y compris de chercheurs, à partir notamment du travail pionnier de Berger et Luckmann sur la construction sociale de la réalité, et qui peut conduire à une certaine forme de relativisme qui me paraît extrêmement dangereux en vérité. Je comprends intellectuellement la démarche qui consiste à dire pour les chercheurs, mais c'est aussi vrai pour les journalistes d'une certaine autre façon, de dire bon, ne prenons pas tout pour argent comptant, et d'ailleurs c'est ce que les citoyens font aussi. Donc on partage ça en commun, de se dire méfions-nous, vérifions, etc. Ne prenons pas tout pour argent comptant, c'est très bien. Moi, ça me va bien. Et regardons, dans le cadre du travail de déconstruction, ce que tous les implicites qu'il peut y avoir dedans, tout ce qui se déploie de façon cachée, mais qui est là dans la manière de définir les choses, de les montrer, etc. Donc il faille déconstruire. Moi, je suis le premier à le faire, donc tout me va bien. Mais je vois bien que ça peut aboutir à une forme de relativisme qui consisterait à dire, finalement, il n'y a pas de fait, ou tout est une question d'angle, de représentation, de croyance, etc. Je ne le pense pas, et je pense qu'il faut tenir debout dans la démocratie, autour de la défense du fait qu'il y a une approche au moins qui peut servir de socle à un destin commun, à des références communes, c'est la factualité. Moi, je me souviens d'un débat quand j'étais doctorant, ça ne nous rajeunit pas, avec un copain qui était à fond dans la déconstruction, il fallait tout déconstruire, et qui me dit, je lui dis, quelqu'un qui est mort, il est mort. Alors, il peut y avoir un débat. Chez les cliniciens, non, mais est-ce que c'est l'arrêt du fonctionnement du cerveau, du cœur, enfin, etc., lequel des deux, enfin, bon, bref, voilà. Donc, il y a des éléments de débat, éventuellement, je suis d'accord. Donc il y a une forme, si on veut, de construction médicale de la mort au sens de est-ce que c'est d'abord l'arrêt cardiaque, est-ce que c'est d'abord l'arrêt du cerveau, enfin, etc. Bon, très bien. Mais j'ai dit, à un moment, la personne, le cœur bat plus, le cerveau fonctionne plus, il est mort. Et je me souviens de ce débat qui m'avait beaucoup frappé et qui me dit, oui, mais regarde, s'il est mort dans s'il est, comme tu dis, mort dans une pièce et que personne ne le sait, socialement, il n'est pas mort. Oui, enfin, ok. Alors moi je veux bien, mais pour la personne qui est dans la pièce à côté, ça change rien. Par contre, bon voilà. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que il me semble on doit tenir sur l'idée que il y a un socle commun qui est notre expérience commune et qui nous permet de pouvoir nous entendre sur l'idée que, au moins, vérifions une relation avec des éléments factuels, avec ce qu'en sémiotique on appelle une indexicalité, qui a été évoquée tout à l'heure dans le débat sur le fact-checking. Il est évident que s'il y a de la fumée qui se dégage, c'est qu'il y a des flammes et donc il y a un incendie. Et ça, vous pouvez me dire que c'est une construction sociale de la réalité de l'incendie. Non, il y a un feu, quoi. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est important. Et à cet égard, la première ruse, comme la ruse du diable, la première ruse de ceux qui font de la désinformation, c'est d'essayer justement de saper cette idée de la factualité, etc. Et je prends comme exemple cette notion délirante, mais intéressante, puisqu'elle a été formulée. Vous avez Donald Trump, qui dit n'importe quoi, ça tout le monde le sait, et qui dit, lors de mon investiture, je parle de la première investiture, c'est la cérémonie d'investiture qui a réuni le plus grand nombre d'Américains de toute l'histoire des investitures américaines. Bon. Il se trouve que c'est un événement qui a lieu tous les 4 ans, que c'est vraiment bon, et que tous les médias américains ont leurs habitudes, leurs machins, donc voilà, donc...
autant que je me souvienne, c'est CBS. Donc, ils ont leur ronde serviette sur un toit d'un immeuble, etc. Tous les 4 ans, c'est réservé, c'est pour eux. Hein, voilà, ils ont la caméra. Donc, c'est le même angle, hein, parce que, bon, dès lors que ça se déroule dehors, hein, parce que s'il fait trop moche, c'est dedans, comme on l'a vu cette fois-ci. Et ils font les historiques, parce que vu que c'est la même perspective, c'est le même angle, ça va être facile à comparer, quoi. Et ils montrent que à la première cérémonie d'investiture de Barack Obama, en gros, la foule, ça s'arrête là-bas au fond, alors que chez Trump, ça s'arrête ici. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc, c'est assez facile de montrer que, ben, voilà. Et en plus, ça s'explique. Parce que Barack Obama, comme avait titré Libération, hein, un black à la Maison-Blanche, ben voilà, ils se disent. Donc tous les Afro-Américains se sont dit c'est un moment historique. Il y a plein d'Afro-Américains qui sont venus avec leur famille en disant c'est peut-être la première et c'est peut-être la dernière fois. Je veux que tu puisses dire j'ai vu voilà un président noir, enfin etc. J'étais là. Bon, donc ça s'explique en plus pourquoi Barack Obama ça peut avoir plus de gens. Bon. Et ils ont fait des captures et après on a été présenter ça au conseiller communication de Trump. Et on lui met les photos sous le nez, quoi. Sous le nez, là, c'est là. Vous voyez, là, ça s'arrête ici, puis là-bas, ça s'arrête là, quoi. Et il dit, c'est des faits alternatifs. Mais c'est un non-sens. C'est juste un non-sens. L'adjectif alternatif ne peut pas parce que c'est une façon de dire les faits n'existent pas. Bah si, les faits existent. Les faits sont têtus, disait Lénine. Ça ne rajeunit pas. Donc, ça fait déjà 2 fois que ça ne rajeunit pas. Et donc, le fait est que les faits sont là. Et d'ailleurs, à cet égard, il me semble intéressant aussi de signaler une notion qu'on n'aborde pas assez souvent, et il y a aussi une notice dedans, et qui est liée à ça, c'est la notion de bullshit. Alors vous connaissez bullshit, c'est un terme argotique, c'est des conneries, on peut dire ça comme ça. Bon, voilà, c'est du bullshit. Bon. Sauf que le philosophe Harry Frankfurt, en 2005, a écrit un livre qui s'appelle On Bullshit, qui est un livre très intéressant parce qu'il essaye d'anoblir la notion de bullshit en disant finalement, la notion de bullshit, ça nous aide à comprendre cette question du rapport à la vérité, etc. Parce qu'il nous dit la chose suivante, il dit voilà, un menteur a besoin de savoir quelle est la vérité. Parce qu'un menteur, il s'oppose à la vérité. Voilà. Donc, je sais très bien qu'il y a eu 100 000 manifestants. Moi, j'ai envie de décrédibiliser cette cause, etc. Et je vais dire qu'ils étaient que 10 000. Voilà. Donc, je sais bien que... Parce que, évidemment, si je ne sais pas, et si, je vais dire, ils étaient 90 000, pas de bol, ils étaient 100 000, finalement, j'ai décrédibilisé rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai besoin d'un point de repère qui est une factualité, et je m'inscris en faux contre cette factualité. Le bullshitter, et notre maître à tous en matière de bullshit, c'est évidemment Donald Trump, dit n'importe quoi. Et qui est, par définition, invérifiable. Et c'est un peu ce que disait tout à l'heure le journaliste de l'AFP, journaliste chercheur, Éric Lagneau. Lui, il a les 2 casquettes. Et Éric disait, vous savez, dans les choix que font l'AFP de fact-check, il y a des trucs qu'on ne fact-check pas parce que, typiquement, le bullshit, ça ne se fact-check pas, en fait, en vérité. Parce que quand Donald Trump vous dit « Je suis le président le plus intelligent de toute l'histoire des présidents des États-Unis », bon, tout le monde a un doute, bien sûr, mais comment vérifier ça, si vous voulez? Parce que de toute façon, on ne va pas faire de tests cognitifs sur Jefferson, Hamilton, etc. Ils sont morts, voilà, paix à leur cendre, on ne va pas aller vérifier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de toute façon, c'est invérifiable. D'accord? Et il me semble que le bullshit, c'est aussi un vrai enjeu. Et je pense que des manipulateurs sont très doués pour arriver à produire des énoncés qui sont au-delà du vrai et du faux. Et ça, c'est aussi un vrai problème, et c'est aussi un vrai défi démocratique. Et c'est là qu'il faut essayer de les ramener systématiquement à de la factualité. Ouais, vous dites ça, mais comment pouvez-vous l'affirmer? Puis avez-vous les tests de QI de George Washington? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est à nous
de réinterpeller ces bullshitters aussi pour les ramener à une factualité, pour leur montrer que justement, un certain rapport à la vérité sur lequel on peut à minima s'entendre, c'est quand même cet index qualité avec des relations assez en lien avec des faits, des choses observables, etc. Merci. On arrive au troisième temps du coup de cette table ronde que nous allons faire en mode accéléré, du coup pour vous laisser aussi réagir. Donc peut-être une question chacun à laquelle vous répondez en une phrase, hyper rapide. Peut-être juste Clément, peut-être autour de cette notion de debunking là qui circule énormément aujourd'hui. Est-ce que tu le vois comme une concurrence au travail journalistique, plutôt comme un relais? Peut-être je pose toutes les questions et après vous répondez chacun, ça vous convainc? Il va le faire, ouais, je pense. Non, il y a une très bonne notice. Je propose d'ailleurs qu'on en lise la définition. J'en avais pas préparé nécessairement une. Le debunking citoyen, ça va être la prétendue déconstruction d'un fait pour en révéler le sens caché, très souvent, ou un sens pour en révéler le sens, tout bêtement. Est-ce que j'en vois une concurrence déloyale? Non, je dirais au contraire que le debunking et les apports citoyens vont pouvoir être un apport pour nous très utile en tant que journaliste, surtout dans notre domaine, dans mon domaine, qui est le journaliste de l'enquête en source ouverte et de l'enquête visuelle, en plusieurs lieux. C'est-à-dire qu'en effet, on va avoir un brouillard informationnel et il va falloir correctement et efficacement rechercher des fois ce qui a déjà pu être produit ou vérifié par d'autres et retenter de retrouver le même résultat, hein, toujours cette méthode itérative, mais au quotidien et dans la vérification des informations, et en fait ça fait plus d'une phrase, je m'en rends compte, au quotidien, pour moi, le travail le plus difficile est la géolocalisation, par exemple, de certaines images, surtout dans le cadre de conflits internationaux. Et énormément de personnes débunkent des images et les géolocalisent en partageant leurs résultats sur X. Il me suffit alors de reprendre et 90% du travail est déjà fait. Donc, il y a de la concurrence, mais il y a surtout une vraie collaboration. C'est d'ailleurs l'esprit même de la communauté OSINT. Merci. Angèle, peut-être est-ce que tu pourrais revenir autour de ces pratiques vernaculaires et les usages citoyens également? Et est-ce que tu as observé des situations où le fact-checking professionnel est rejeté ou un peu ignoré finalement, et notamment par les jeunes publics? En fait, les jeunes publics, à part les journalistes qui viennent les voir dans le cadre du Clémy à l'école, voilà, c'est leur expérience du fact-checking en fait. Donc c'est pas tant du rejet que de la méconnaissance. Et du rejet, non, c'est plutôt de l'ignorance. Enfin, voilà, c'est très souvent de l'ignorance. Et moi, je voudrais juste, tu ne me poses pas la question, mais rebondir sur ce que vient de dire Clément, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait des espaces de co-construction, d'échange entre les journalistes et les usagers. Parce que j'ai assisté à des séances, voilà, toujours dans le cadre d'enquête. Le journaliste vient, souvent il pose des questions, comment vous vous informez? Bon, voilà, on a donné la parole aux usagers, puis après on n'en fait rien, en fait. Et on va dérouler sa démarche de fact-checking. Alors, ils sont là pour ça, hein, et c'est très bien. Mais en fait, il n'y a pas de véritable échange et de prise en considération de comment sont ces pratiques des usagers. Et je crois qu'il faut vraiment inventer des formes pour co-construire des démarches qui prennent en compte les pratiques des usagers. Et vous allez voir comme cette table ronde est rudement construite, puisque tu parlais du Clémy. Est-ce que Arnaud, peut-être autour de l'éducation aux médias, autour de l'esprit critique, est-ce que ce sont des dispositifs finalement qui ont... quel est le dispositif qui a le plus de potentiel finalement pour être une solution à cette manipulation parfois de l'information, des images, des faits, etc. Il n'y a aucune solution miracle, sinon ça se saurait et ça en aurait déjà réglé le problème. Donc c'est un long travail de sape contre des ennemis de la démocratie et de l'information de qualité qui passe par de multiples initiatives. D'ailleurs, le fact-checking, c'est ignoré, mais par contre, il y a beaucoup de profs qui lisent le fact-check et donc ils deviennent
dans une logique de Lazarsfeld et tout ça, two-step flow of communication, hein, cette idée de faire ça par étapes. Eh bien, OK, une partie du jeune public ne lit pas les fact-checks, mais il y a beaucoup de profs qui lisent et qui peuvent après, ou même en famille, hein, le vieil oncle complotiste, et on peut lui dire, ouais, mais tu vois, moi j'ai lu, enfin, etc. Donc, il faut faire feu de tout bois. L'éducation aux médias, il faut en faire. Moi, je pense que c'est un scandale, pour vous dire le fond de ma pensée citoyenne, que ça ne soit pas devenu une discipline à part entière et que ça reste très largement sur la base du bon vouloir de collègues qui assument de le faire. Il y a les professeurs de documentation qui font un boulot formidable et heureusement qu'on les a, hein, parce que pour vos enfants, vos petits-enfants, dans les collèges, dans les lycées, ils sont souvent vraiment fer de lance de ça. Et moi, je suis très fier d'être intervenu à plusieurs reprises dans des cycles de formation avec les professeurs documentalistes en essayant de les aider si je peux, etc. Donc, il faut faire ça. Pour ma part, on essaye d'inventer aussi des outils. Dans le cadre de De Facto, hein, ça avait été abordé tout à l'heure, le programme de recherche européen dont on est le hub français, avec Flore qui est ici, qui est le pilier de la création d'un outil de sémiocheck, on a appelé ça comme ça, qui est un fact-checking spécifique à l'image, en utilisant les problématiques de la sémiotique, etc., dont elle est très spécialiste, pour essayer justement de faire réfléchir à la manière d'interpréter une image. Le fait qu'en dézoomant progressivement, on s'aperçoit qu'on n'interprète pas forcément l'image de la même manière à partir du moment où c'est l'image hors contexte, puis tout d'un coup on ajoute le contexte, puis on ajoute des choses, et donc ça permet de se dire « Ah mais mince, en fait, il n'y a pas une lecture seule de l'image qui s'imposerait d'elle-même ». Donc une prise de conscience. Et pour terminer, moi je crois beaucoup à quelque chose... d'un kit que j'essaye de perfectionner au fur et à mesure, de débiaisement. Là aussi, j'interviens dans les collèges, lycées pour ça. Les sciences cognitives nous ont appris que nous avons tous, vous et moi, des biais cognitifs, c'est-à-dire une façon par le cerveau de traiter l'information qui n'est pas, on va dire, parfaitement rationnelle, pour faire simple, emprunt d'émotions et autres. Bon, voilà, très bien. Et donc, on n'est pas des machines. Ouf, ça va, tout va bien. Et le fait est que les manipulateurs activent assez puissamment nos biais cognitifs. Et il me semble qu'une des actions que l'on peut entreprendre, c'est d'armer chacun en faisant ce que les psychologues appellent du débiaisement, c'est-à-dire la prise de conscience de nos biais cognitifs, et donc de la manière dont des manipulateurs activent nos biais cognitifs. Biais émotionnels et autres, tout ce que vous voulez, biais de confirmation sociale. Et c'est vrai que, je prends qu'un seul exemple, l'affichage des métriques sur les réseaux sociaux, c'est un cauchemar, en vérité, parce que ça active puissamment le biais de confirmation sociale. Parce que quand on voit un truc qui a été partagé par 100 000 personnes, on est fondé à se dire « Oh, il n'y a quand même pas 100 000 cons ». Bon, maintenant que je viens de le dire. Donc, il y a une espèce de perversion, si vous voulez, par exemple, ne serait-ce que l'affichage des métriques, des succès, etc., des likes, des trucs, on se dit, ah oui, voilà. Et pour la confirmation sociale, c'est pas idiot, hein. Parce que quand je ne sais pas quoi répondre, je te lance ça tout de suite, je dis à Jean-Pierre, je vais faire appel au vote du public. Parce que j'aimerais bien gagner des millions, mais moi, je ne sais pas. Bon, voilà, allez-y, 72% réponse A, je vais dire réponse A. Donc, ce n'est pas débile de faire confiance. C'est rationnel, je veux dire. Mais le problème, c'est qu'activer ça avec les métriques, et quand en plus, perversion de la perversion, on sait que des bots, des robots peuvent fabriquer artificiellement ces métriques, on se fait manipuler au carré. C'est-à-dire que non seulement on se fait manipuler par l'activation du biais de confirmation sociale, mais en plus on peut créer faussement une confirmation sociale, parce que ces chiffres sont bidons. Donc je pense que pour armer les citoyens, il faut simplement nous aider tous à comprendre comment on peut se faire manipuler. Et après, chacun est libre d'activer ou pas ce bouclier face aux manipulations. J'ai été trop long. Oui. La réponse est oui. Et Christophe, oui, peut-être. Tu veux réagir, peut-être je te laisse. Oui, je vais essayer d'être rapide. C'est vrai que par rapport à ce que disait Arnaud Mercier, nous, on s'est posé la question de notre responsabilité dans le podcast, parce que quand vous écrivez une fiction documentée, vous êtes maître donc aussi de ce que vous écrivez. Et on n'avait surtout pas envie, par exemple,
d'être accusé justement de dire tous pourris, les médias disent n'importe quoi. On a fait très très attention à ça. Et on montre bien que, voilà, donc on a fait attention à ça, parce que par exemple Serial, un podcast américain qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années, à la fois est revenu sur une affaire judiciaire et a permis à l'accusé d'être libéré, mais en même temps il a alimenté les théories complotistes. Donc ça a été très, très bien documenté par exemple. Donc nous, on a fait très très attention à ça, à dire qu'il n'y a pas une voix autoritaire comme ça qui s'impose dans le podcast. Mais surtout, on a mis en scène le public, les réseaux sociaux dont on parle. Parce que ce qui va être le cauchemar de Camille dans le podcast, c'est les réseaux sociaux en fait qui font des vocaux. Et en fait, nous, on a gardé exprès, alors c'est un effet de montage, hein, on a gardé que les vocaux de personnes qui la soutiennent pas. Et on se rend compte qu'en fait, tout son public ne la soutient pas. Ils ont tous de bonnes raisons de préférer la version de Julien. Parce que certains ont eu des accidents de vélo aussi, parce que certains ont été émus par son histoire, parce qu'ils la trouvent trop cruelle avec son témoin. Enfin, et elle se rend compte qu'elle n'est absolument pas soutenue. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qu'on est tous soutenus quand on fait du fact-checking et on est tous là pour la bonne cause. En fait, ce public-là ne la croit pas. Et justement, ça fait référence à Harari, hein, donc ce philosophe israélien qui a écrit, qui a présenté en fait le terme de réalité subjective collective. Et moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que dans le podcast, à partir du moment où, par exemple, tout le public croit que Julien, finalement, il a le droit de mentir et que c'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait ? Ça devient en quelque sorte une sorte de réalité collective subjective. Et elle est finalement quasiment plus forte qu'une réalité objective. Et ça devient extrêmement compliqué pour nous toutes et tous, dès l'instant où, et c'est ça qui se passe alors, aux États-Unis particulièrement, puisque aux États-Unis, quand on leur dit il y a une tuerie dans une école, il y a autant de morts, il y a certains complotistes qui ne le croient pas. Même quand ils voient des parents venir pleurer à la télévision, les complotistes disent que ce sont des comédiens qui ont été payés par les ligues anti-armement. Là, la discussion devient difficile à ce moment-là. C'est vrai que. Donc, d'ailleurs, certains chercheurs disent qu'il y a une partie du public, on n'arrivera jamais à les récupérer. Ils sont partis tellement loin par rapport à la factualité que de toute façon, voilà, il faut toujours y aller, hein, il faut toujours espérer. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand quelqu'un vous dit que le parent d'un enfant qui était tué dans une tuerie à l'école est un acteur qui était payé, ça devient compliqué d'avoir un axe de discussion. Mais néanmoins, il faut le faire. Il faut le faire et puis il faut quand même essayer. Mais c'est cette part du public qu'il va falloir aller chercher. Il y a un espoir, c'est qu'il y a la justice. Parce qu'à un moment, les juges... Et donc, tu as des complotistes qui ont été condamnés justement dans ce genre d'affaires parce que les parents avaient porté plainte. Aux États-Unis. Hein. Voilà. Donc, il y a un peu d'espoir. Et il y a un chercheur, un collègue climatologue, qui a obtenu aussi, alors au bout de 10 ans, avec le soutien de son université, qui a payé tous les frais de justice, mais qui a réussi à faire condamner 2 anti-réchauffement climatique, etc., dénialistes du climat, sur la base de diffamation, etc. Donc, parce qu'à un moment, et regardez ceux qui sont allés devant pour dire que Madame Macron était un homme, etc. Bon, alors ils ont été... c'est compliqué, mais n'empêche qu'ils font quand même amende honorable. Ils disent, oui, bon, c'était une hypothèse, etc. Ils n'arrivent pas devant le juge en disant, mais si, on a vu, alors là, parce que où sont les preuves ? Ils n'en ont pas. Donc, quand même, la justice peut être des fois un principe de rappel à la réalité. Alors, il nous reste quelques minutes pour vous donner la parole. On aurait envie d'entendre un mot de la fin qui pourrait être une réponse à cette question « Quel avenir pour la vérité dans les médias ?» Alors, on vous la pose, cette question, mais voilà, si vous avez envie d'y répondre, pourquoi pas. Si vous préférez poser une question à l'un de nos intervenants, pourquoi pas. Il nous reste 8 minutes. On n'a pas entendu la question. Quel avenir pour la vérité dans les médias ? Ah ben voilà. Moi, je reste très optimiste. Je suis une ancienne correspondante de presse locale et internationale. J'ai commencé par le journal Le Monde, il y a 32 ans, et formée sur le tas par France Télévisions, il y a 34 ans. Donc, je peux vous dire que je termine un mémoire de recherche avec le soutien des autorités françaises, luxembourgeoises, belges
et israélienne. Donc vous voyez comme quoi l'intelligence artificielle, avec l'Université de Luxembourg, nous avons été reçus pour la première fois au Mémorial de la Shoah de Paris le dimanche 17 mars 2024 pour présenter nos travaux qui vont être de nouveau publiés cette année avec des chercheurs de l'Université de la Lorraine. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un module à Metz, le seul module que j'ai obtenu à Metz. Un truc organisé. Et la question, donc, la question, par rapport à la vérité, oui, il y a un optimisme, puisque quand on vérifie l'information qui arrive avec beaucoup plus de rapidité actuellement, c'est un travail énorme qu'on fait surtout la nuit, puisque le journal Le Monde, c'est le seul journal qui sort encore le soir à 17h. Désolée, je finis d'intervenir. Et donc, oui, je peux vous dire que même si ça demande beaucoup plus de travail de vérification, il y a un avenir et il y a vraiment de quoi travailler encore plus sur la véracité des faits. Bonjour, merci beaucoup pour ces interventions. J'ai une petite question quand même. Est-ce que vous ne croyez pas que les journalistes ou le journalisme en général a aussi une responsabilité dans la défiance que le public a aussi aujourd'hui dans le journalisme? Et en plus, on est là ici tous ensemble, on est tous acquis à la cause du journalisme. Alors, est-ce que ce ne serait pas aussi peut-être le moment d'un petit examen de conscience et de se demander quels sont les écueils ou les manquements et les choses qu'on pourrait éviter à l'avenir pour rétablir cette confiance avec le public? Clément, est-ce que tu veux répondre? Oui, c'est ça. La contrition. J'ai fait des études de droit, mais je suis très mauvais avocat, donc on va arrêter là. Non, je sais pas. Ça me fait penser à un des épisodes qui est un peu là-dessus. Parce que c'est vrai, vous parlez de la responsabilité des journalistes. Effectivement, il y a un journal local qui a sa responsabilité dans le fait que Julien soit devenu très très populaire. Parce que le journal local a fait énormément de papiers pour raconter l'histoire de Julien. C'est devenu une figure locale extrêmement importante. Il a milité contre les... il a fait en sorte qu'il y ait plus de vélos dans sa ville. Il a fait piétoniser tout un secteur. Enfin, il est devenu une espèce d'emblème, de symbole de la ville, pardon. Il a construit aussi une société de vélo en fait qu'on peut emprunter. Enfin, il y a un aspect business et tout ça, c'est vrai que c'est fait un peu en complicité avec le journal local, qui a été content de trouver une figure positive, inspirante. Il s'est basé là-dessus. Alors c'est vrai que c'est un épisode qui dérange un peu, je sais, dans le milieu, mais voilà. Et c'est vrai que après, c'est un peu compliqué quand on a fait de quelqu'un une espèce de figure locale, de venir débunker. Et d'ailleurs, la journaliste, dans le podcast, la journaliste qui a fait la contre-investigation contre lui n'a pas été soutenue par sa rédaction. Nous, on montre ça. Donc c'est vrai que ça fâche un peu. Mais on a tous vu effectivement des phénomènes comme ça, de mise en avant de certaines personnes à plusieurs niveaux, pas que des anonymes, des politiques aussi. Et parce que on veut aussi, dans le journalisme, parler des choses qui vont bien et tout ça. De ces personnalités inspirantes. Il faut peut-être faire attention à ça, parce que c'est dans ce type de portraits, souvent élogieux, qu'on ne fact-check pas du tout. Et quand des personnes connaissent par exemple les personnes mises en avant, elles sont les premières à dire mais c'est pas possible, comment on a pu faire un article comme ça? Donc il faudrait faire attention à ce type de traitement. C'est vrai que le journal local est là pour aussi faire du lien social, c'est important de parler des choses qui marchent, tout ça, mais il ne faut pas abandonner la capacité justement de vérification. Et c'est vrai que je vois parfois des articles moi qui me font tiquer par rapport à ça. Il faut rester vigilant par rapport aux constructions de mythologie d'aujourd'hui qu'on fait avec des récits de personnes à tout niveau. Donc là, peut-être c'est un des réflexes qu'il faut avoir, c'est rester vigilant par rapport à ce type de sujet.
Juste pour vous répondre rapidement, je pense que vous avez tout à fait raison et je pense que j'espère que vous ne pensez pas que les journalistes ne le savent pas. Parce que c'est les premiers à penser qu'effectivement, il y a des tas de choses qui ne vont pas. Moi, j'ai même l'habitude de dire dans des colloques ou autres avec des journalistes pour les provoquer un peu, c'est un boulot à la con, mais fait par des gens intelligents. Je dis c'est un boulot à la con parce que les conditions de travail, les conditions de production de l'information sont parfois problématiques et ils sont les premiers à le savoir. Et ils sont les premiers à être lucides sur le fait qu'ils aimeraient bien faire mieux. Et si Jean-Marie Charon montre qu'il y a tant de jeunes journalistes qui quittent la profession, c'est notamment parce qu'ils sont déçus de l'écart entre les conditions de travail et l'idéalisation qu'ils se font du métier et de leur utilité sociale. Donc ne croyez surtout pas que les journalistes ne sont pas conscients du fait que... Et ils font plein de choses. Moi, parce que, en fait, moi, je suis peut-être schizophrène, mais... Quand je suis avec que des journalistes, je les critique, je les titille, parce que qui aime bien châtie bien. Et quand on est là face à des gens qui critiquent les journalistes, alors je prends leur défense. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que franchement, c'est les deux, quoi. C'est-à-dire, et ils le savent. C'est juste ça. Hein. Ne croyez pas que la profession n'est pas consciente qu'il y a plein de choses à améliorer. Je me permets juste de compléter, ça aurait pu être évoqué sur la table ronde de tout à l'heure, sur les profils de fact-checkers. Éric Lagneau tout à l'heure mentionnait que souvent c'est des plus jeunes et un petit peu plus férus de technologie qui sont apparus dans le métier, et ça se confirme d'ailleurs, votre présence là aussi le confirme. La particularité particulièrement pour traiter le champ politique, c'est que quand ils sont arrivés dans le métier, et c'est encore le cas, ils bousculent davantage les pratiques, y compris sur ce que sont les connivences. Et parfois, entre guillemets, certains des vieux de la vieille, davantage ayant passé les 45 ou les 50 ans, qui traitaient le champ politique dans les rédactions, ont vu ça d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, les jeunes leur disaient on travaille d'une façon différente, davantage sur les données, sur les démystifications de ce qu'étaient les discours politiques, mais surtout, ils leur disaient arrêtez d'être aussi proches des politiques eux-mêmes, notamment parce qu'ils sont un peu moins sur le terrain quand on est fact-checker que quand on assiste aux meetings et à d'autres déclarations politiques. Donc voilà, à un moment ou à un autre, c'était aussi introduire d'autres rapports avec ceux sur lesquels on est sur le terrain. Voilà. Et je profite juste en quelques secondes, si ça m'est permis, pour une micro-question, c'est, et vous le disiez indirectement, est-ce qu'on peut tromper 1000 fois une personne? Alors, belle question d'ouverture. Merci Jérémy. On va s'arrêter là parce qu'on ne voudrait pas vous empêcher de vous restaurer ni d'arriver en retard aux tables rondes de l'après-midi. Un grand merci à nos intervenants et à la richesse